la cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Alors, Béchar Tombé-Lundu, pour Denis Sassou Nguesso, le FMI n'a jamais aidé un pays et donc il n'en connaît pas, il n'en connaît pas. Mais très curieusement, voilà, lui-même va s'engouffrer là-dedans, va mettre encore un nœud au cou. Et tout à l'heure, vous expliquez qu'au début, évidemment, probablement que c'est par là que ça a commencé. Le Congo a connu évidemment cette situation, vous l'avez dit, où il s'est livré au fond vautour. Est-ce que c'est par là que finalement le cercle infernal a commencé? Bah, effectivement, c'est à partir de là que le cercle infernal a commencé, tout simplement parce que la charge de la dette étant déjà insupportable, on se retrouve encore avec la pression judiciaire des fonds vautours qui viennent avec des injonctions de paiement de l'intégralité de la dette. Ils viennent même pas avec des mécanismes d'échéance pour dire que, bon, écoute, on va échelonner votre dette. Si c'est 100 francs, ben, vous nous la payez dans 10 ans ou dans 5 ans. Et ils viennent, vous nous devez 100 francs et vous êtes obligé de payer cette dette. Et étant donné que l'injonction de paiement est immédiate et automatique, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est de là que vient le principe du bradage des puits de pétrole à l'avance, alors qu'on n'a même pas encore sorti un seul baril du pétrole dans le sous-sol congolais, que ce pétrole est déjà vendu et récupéré. Les fonds sont versés dans le contexte des fonds vautours. Donc voilà Est-ce le que cercle c'est dans ce qui lequel... peut faire expliquer finalement que depuis qu'on exploite le pétrole au Congo-Brazzaville, ça fait quand même plus de 60 ans? Non, j'allais dire plus de 50 ans, parce que l'exploitation pétrolière au Congo, je crois, a démarré dans les années 1957, si j'ai bonne mémoire. C'est ce qui fait que finalement, les Congolais ne puissent pas profiter de leur pétrole, parce qu'il est souvent bradé dans les mécanismes que vous êtes en train d'expliquer. Exactement. Lorsqu'on fait une lecture macro de comment le pays s'est enlisé dans cette dette, quelque part, il y a lieu de dire que les fonds vautours ont contribué énormément à détériorer la situation de la dette du Congo. Maintenant, à côté, il faut ajouter le simple fait que dans le contexte des antivaleurs, ben, ayant constaté qu'on avait cette petite fenêtre qui pouvait s'ouvrir à nous, bon, on s'est fait mauvais élève, sachant que, bon, même si il y a un peu d'argent qui rentre du fait des redevances pétrolières, au lieu de contribuer à payer la dette euh, intérieure ou la dette sociale, ben, on s'en met plein les poches pour construire les mécanismes de la corruption. Oui, Béchar Tombé Lundu, puisque nous parlons de cet octroi d'environ 43 millions de dollars américains, 25 milliards de francs CFA en faveur du Congo-Brazzaville dans le cadre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la facilité élargie de crédit. Nous savons que ces négociations ont commencé depuis 2022 2022. sous Clément Mwamba avec les échecs que ce gouvernement a connus. Et comme par hasard, Total vient annoncer la découverte des nouveaux gisements de pétrole au Congo-Brazzaville. Je crois que c'était il y a 2 mois de cela, à peine. Tout à fait. Et hop, le FMI réapparaît pour dire c'est bon, conclu, voilà, toutes les revues, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut maintenant vous aider, on vous octroie 43 millions de dollars américains en attendant que vous menez d'autres réformes, même si ça retarde encore. Est-ce qu'on peut parler mais vraiment du sérieux, ou bien c'est parce que le FMI s'est rendu compte que, bon, là, j'ai encore, comme vous le disiez d'ailleurs au départ, le FMI se sert un peu des mauvais élèves, et que là, je peux encore profiter de quelque chose que finalement, qu'ils sont venus pour dire, OK, c'est bon, on peut vous prêter de Bah, l'argent, mais parce que derrière, ils savent
qu'il y a Vous d'autres le puits dites, de pétrole, il y a d'autres gisements vous qu'on le vient de dites assez découvrir. bien. J'ai évoqué la situation tout au début, Monsieur Christian Perrin. Euh, Est-ce que vous, si vous êtes un emprunteur, serez-vous emmené, comme disait Kabandoudi, je veux prendre son expression, vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui mange du sel et du piment à table? Est-ce que vous vous sentirez en situation de confiance? Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7 et merci d'être au rendez-vous avec Droit de savoir. Le Fonds monétaire international, le FMI, vous le savez désormais, a approuvé l'octroi d'environ 43 millions de dollars américains, soit 25 milliards de francs CFA en faveur du Congo-Brazzaville dans le cadre de la facilité élargie de crédit. L'information passe en boucle sur la chaîne de télévision nationale. Le gouvernement Makosso s'en félicite. C'est la fête dans le milieu du pouvoir. Denis Sassou Nguesso, depuis l'annonce intervenue, bien entendu, le 11 juillet 2024. Mais que célèbre-t-on concrètement? Combien de fois le FMI n'est-il pas venu au chevet du pouvoir de Brazzaville et qu'est-ce que les Congolais en ont tiré comme profit? On en parle aujourd'hui avec Béchar Tombelundu. Bonjour Béchar. Bonjour Christian Perrin. C'est un plaisir de vous avoir encore sur le plateau R7. Vous êtes analyste politique, spécialiste en ressources humaines, ancien directeur des ressources humaines de la société CGLEC Congo filiale du groupe français Vinci Énergie, homme politique, ancien conseiller municipal de la commune de Monséjo. Vous êtes aussi spécialiste en économie, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ben, effectivement, je suis un produit de la faculté des sciences économiques de Marien Ngouabi. C'est pour ça que je me permets, en toute aisance et quiétude, de pouvoir intervenir sur les questions économiques de notre pays, notamment dans ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure sur la fête qui essaie de faire sauter les bouchons de champagne ça et là à Brazzaville du fait d'avoir conclu la cinquième revue du Fonds monétaire. Maintenant, pour ce qui est de ma part, dans le cadre de cette intervention, je pense que mon partage, loin d'avoir la connaissance infuse dans le domaine de l'économie, mais je veux pouvoir partager une certaine analyse des faits et à côté permettre aux Congolais lambda de pouvoir comprendre les concepts dans lesquels le gouvernement nous emmène sur des exigences du Fonds monétaire dans son accompagnement de notre pays par rapport à la crise actuelle dans laquelle nous vivons. Et donc, on va commencer par là, puisqu'il s'agit évidemment de parler de l'économie congolaise, avec bien sûr l'intervention du Fonds monétaire international. Et comme je le disais, Béchar Tombé, vous l'avez aussi appris, c'est le communiqué qui le dit. Donc, pour le FMI, la reprise économique au Congo-Brazzaville, malgré les défis posés par les pressions inflationnistes, c'est ce qu'ils disent, et un environnement mondial incertain, aurait motivé tout de même leur décision de décaisser 43 millions de dollars, soit 25 milliards de francs CFA, en faveur du Congo-Brazzaville dans le cadre de la facilité élargie de crédit. Bien que les réformes structurelles, j'insiste là, c'est le communiqué qui le dit, bien que les réformes structurelles aient continué à connaître des retards. Votre commentaire. Cela veut dire que ils n'ont pas achevé les réformes, c'est ce que ça veut dire. Et malgré cela, ben, on a quand même octroyé voilà, les 43 millions de dollars. Euh, D'emblée, s'il faut répondre à votre question sans faire un petit feedback dans la compréhension de comment on en est arrivé à cette facilité élargie de crédit, euh, ça va paraître un peu ambigu. Donc, il faut remonter l'histoire pour comprendre comment fonctionne le FMI et
au fil de l'eau, comme j'aime bien le dire, on va descendre en mettant en lumière le fonctionnement du FMI, comment on en est arrivé euh, aux facilités élargies des crédits, alors que il y a une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine, on parlait de programmes d'ajustement structurel. Est arrivé une époque où on a parlé des PPTE, comment on en est arrivé au PPTE, et des PPTE, on se retrouve aux facilités élargies de crédit. Vous voyez que c'est à chaque époque correspond un discours. Et pour le Congolais lambda, c'est beaucoup de gymnastique intellectuelle et ça peut relever presque du concept ou du domaine de la magie Les parce que c'est initiés, comme qui abstrait. dirait, il faut être initié alors. Voilà, c'est abstrait à la compréhension. Ce qui passe dans le cerveau des Congolais que nous sommes, c'est que on s'arrête sur le nombre, les chiffres évoqués par ces facilités qui enfoncent le pays dans une dette dans laquelle on pense sortir, mais dans la réalité, on s'engouffre. Donc, pour la petite histoire, pour revenir assez rapidement dans la définition ou bien dans le petit historique, comment on en est, comment le FMI se retrouvait à mettre en place le concept de facilité élargie de crédit. Euh, je vais m'appuyer sur une interview du président de la République avec le directeur de Actuel Intelligent ex-Jeune Afrique, où le chef de l'État avait déclaré que entre les années 82 et 86, le Congo s'est lancé sur un projet gigantesque auquel tous sont arrivés. Nous, on était encore, je pense, je devrais être à l'école primaire. Non, j'étais déjà au collège en sixième pour la petite histoire. On a tous rêvé avec ce projet. On venait à peine d'inaugurer le pont du centenaire, tout feu, tout flamme. On nous lance le plan quinquennal de 82 à 86, mais qui malheureusement, faute de financement, a pataugé, a traîné du pas, et le Congo s'est retrouvé à faire recours au FMI du simple fait que à cette époque, le comportement du baril et le taux du dollar avec tous les yo-yo n'ont pas permis à l'État congolais de pouvoir recevoir les recettes nécessaires pour pouvoir contribuer à réaliser ce plan quinquennal. Et par conséquent, le pays s'est tourné vers le FMI qui a proposé au Congo un plan d'ajustement structurel pour pouvoir l'accompagner vers ce projet de développement gigantesque. Bon, je commence même à parler comme, à force de les écouter, ben, je parle comme eux. Tout à fait. Mais À la place du pendant que vous projet, le dites, pardon, Béchar s'il vous Tombé, plaît, je veux juste apporter cette correction. En oui, fait, je ne parlerai pas d'un projet de développement, je parlerai plutôt d'un programme de développement. Parce que au Congo, on a tendance, même quand le président est déjà élu, à continuer à parler du projet de société, alors qu'il est projet quand on est encore en campagne. Une fois qu'il est élu, il devient un programme. Donc, c'est cette nuance que je voulais apporter pour sortir du jargon de ceux qui accompagnent le chef de l'État dans la réalisation de son programme, eux qui sont toujours dans le projet de société. Il n'y a pas un seul discours où on ne va pas citer le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, jusqu'à là. Alors que Denis Sassou Nguesso a été élu, on est là
à sa troisième année par rapport au mandat actuel, mais on continue à parler. Béchar Tombé Lundu, les mots ont leur sens, leur signification. Évidemment, lorsqu'on dit il a été réélu, bon, encore, chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais beaucoup de Congolais pensent qu'il s'est autoproclamé et que c'est une élection qui n'avait jamais été transparente. Mais bref, ce n'est qu'une parenthèse. Ce n'est pas là notre débat aujourd'hui. Et donc, vous disiez, le chef de l'État, encore là, il faut dire de fait. Chacun est libre de penser ce qu'il peut dire. Alors, donc, vous parliez de ce programme, disons, du plan quinquennal, qui a connu des problèmes et que finalement, le Congo s'est tourné vers le FMI. Pourquoi ce programme a connu un problème? C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'on va essayer d'apporter de la lumière sur les concepts. Quand on lance le programme dans les années 82, le Congo se retrouve déjà avec une dette structurelle qui est assez lourde, dont elle ne tient pas. Et par principe, il y a des entités financières qui sont dites fonds vautours, qui ont la capacité d'acheter les dettes souveraines des pays à des prix naturellement réduits. Et lorsque le pays est débiteur en situation de défaut ou de crise financière, ça avait été le cas pour le Congo. Donc, la dette du Congo s'est vue être rachetée par les fonds vautours. Or, sur le principe des fonds vautours, c'est que eux, ils fonctionnent dans l'optique de racheter ces dettes à bas prix et ensuite attaquer les pays qui ne sont pas en mesure de pouvoir payer ces dettes en justice avec des taux d'intérêt relativement plus forts. C'est ça qui constitue en fait leurs bénéfices. Donc, ils réalisent leur profit significatif en obtenant des remboursements intégraux de ces dettes, souvent avec des taux d'intérêt et des pénalités exorbitants. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est des fonds vautours. Donc quand je dis qu'on achète la dette à des bas prix, les fonds vautours, eux, prennent des titres de dette et à des prix plus bas sur le marché secondaire, souvent à des moments où le pays débiteur est en disgrâce ou en difficulté économique. Et les poursuites judiciaires qui peuvent être engagées donnent la latitude à ces institutions de pouvoir attaquer ces pays et obtenir des résolutions favorables pour le remboursement intégral de ces dettes. Vous voyez déjà que le Oui, mais est-ce Congo que, est en... comme vous le disiez d'ailleurs dès le départ, en français facile, est-ce qu'on peut prendre une image que nos parents, nos mamans, voilà, qui sont Ben, au dans le c'est fin ce que fond j'étais... du village peuvent comprendre? Est-ce qu'on peut prendre une image, par exemple, de quelqu'un qui vend des mangues? Ben, je viens, je prends des mangues, je C'est dis, ce je à vais payer. quoi j'en viens. Déjà, lorsqu'on lance le programme, le plan quinquennal, on est déjà en difficulté. La dette du pays elle est elle est lourde. Et on va se retrouver encore dans les fonds vautours qui, eux, rachètent la dette à des prix infimes, très réduits, et qui vont attaquer l'État congolais vers des institutions judiciaires pour pouvoir sommer le Congo à payer cette dette. Mais eux, ils achètent bas, à des bas prix. Comme vous avez dit, vous êtes Monsieur Perrin, je vous dois, et vous constatez que j'ai du mal à payer votre dette. Mais il y a un Congolais lambda qui va venir. Bon, Monsieur Perrin, je vois que vous n'avez pas de l'influence sur Monsieur Béchard, et par conséquent, est-ce que je ne peux pas vous aider à recouvrir cette dette? Tout en sachant que moi, je vais vous racheter cette dette au lieu de la payer au taux, aux intérêts que vous avez acceptés auprès du Congo. On définit un prix en deçà de ce que vous devrez gagner, pourvu que j'arrive à vous rembourser votre capital et les intérêts, je les annule. Et par conséquent, vous acceptez. Et celui qui prend cette dette, celui qui rachète votre dette, va m'attaquer, moi, en justice, en mettant les intérêts qu'il faut pour
que lui tire bien le profit, tout en sachant qu'il y a le pouvoir judiciaire et l'épée Damoclès qui va peser sur moi pour faire de telle sorte que j'ai des saisies des comptes via des huissiers de justice en toute légalité. Donc voilà. Voilà un peu. Donc, est-ce que c'est ce qui faisait dire à Denis Sassou Nguesso que finalement, il avait, enfin, en substance, c'est ce qu'il avait voulu dire, qu'il n'avait pas confiance au FMI et qu'il ne connaît pas un seul pays qui s'est développé avec, bien sûr, l'aide du FMI. Et c'est d'ailleurs, je préfère proposer cet extrait de vidéo à nos téléspectateurs, question de les mettre dans le contexte et on va continuer notre entretien. Suivez. La cessation de paiement est suivie naturellement par les mesures d'ajustement structurel telles qu'elles étaient dictées par le Fonds monétaire de la Banque mondiale et qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne connais pas de pays qui ait obtenu de bons résultats à travers l'ajustement structurel. Alors, Béchar Tombé-Lundu, pour Denis Sassou Nguesso, le FMI n'a jamais aidé un pays et donc il n'en connaît pas, il n'en connaît pas. Mais très curieusement, voilà, lui-même va s'engouffrer là-dedans, va mettre encore un nœud au cou. Et tout à l'heure, vous expliquez que au début, évidemment, probablement que c'est par là que ça a commencé. Le Congo a connu évidemment cette situation, vous l'avez dit, où il s'est livré au fond vautour. Est-ce que c'est par là que finalement le cercle infernal a commencé? Ben effectivement, c'est à partir de là que le cercle infernal a commencé, tout simplement parce que la charge de la dette étant déjà insupportable, on se retrouve encore avec la pression judiciaire des fonds vautours qui viennent avec des injonctions de paiement de l'intégralité de la dette. Ils viennent même pas avec des mécanismes d'échéance pour dire que, bon, écoute, on va échelonner votre dette. Si c'est 100 francs, ben vous nous la payez dans 10 ans ou dans 5 ans. Et ils viennent, vous nous devez 100 francs et vous êtes obligé de payer cette dette. Et étant donné que l'injonction de paiement est immédiate et automatique, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est de là que vient le principe du bradage des puits de pétrole à l'avance, alors qu'on n'a même pas encore sorti un seul baril du pétrole dans le sous-sol congolais, que ce pétrole est déjà vendu et récupéré. Les fonds sont versés dans le contexte des fonds vautours. Donc voilà le Que c'est cercle c'est dans ce qui lequel... peut faire expliquer finalement que depuis qu'on exploite le pétrole au Congo-Brazzaville, ça fait quand même plus de 60 ans. Non, j'allais dire plus de 50 ans, parce que l'exploitation pétrolière au Congo, je crois, a démarré dans les années 1957, si j'ai bonne mémoire. C'est ce qui fait que finalement, les Congolais ne puissent pas profiter de leur pétrole, parce qu'il est souvent bradé dans les mécanismes que vous êtes en train d'expliquer. Exactement. Lorsqu'on fait une lecture macro de comment le pays s'est enlisé dans cette dette, quelque part, il y a lieu de dire que les fonds vautours ont contribué énormément à détériorer la situation de la dette du Congo. Maintenant, à côté, il faut ajouter le simple fait que dans le contexte des antivaleurs, ben, ayant constaté qu'on avait cette petite fenêtre qui pouvait s'ouvrir à nous, bon, on s'est fait mauvais élève, sachant que, bon, même si il y a un peu d'argent qui rentre du fait des redevances pétrolières, au lieu de contribuer à payer la dette euh, intérieure ou la dette sociale, ben, on s'en met plein les poches pour construire les mécanismes de la corruption. Donc, pour revenir à notre concept, tout à l'heure, on a dit, on est sur comment a évolué la dette et comment on a évolué avec le concept de facilité élargie de crédit. Et avant qu'on en arrive là, le FMI, dans son évolution, comme je l'ai dit tout à l'heure d'emblée, que les mauvais élèves, ce sont ceux-là qui donnent à l'existence le Fonds monétaire international. Et donc, ils essaient de s'adapter avec le contexte et les contextes dans lesquels ils évoluent. Pour sortir les pays de la situation des fonds vautours dans l'esprit de trouver un accord
ou des mécanismes de protection. Voilà comment le Fonds monétaire, se voyant retirer ces mauvais élèves qui se sont engouffrés dans les fonds vautours, il crée un mécanisme qu'on appelle PPTE, pays pauvres très Très endettés, endetté, oui. voilà, pays pauvres très endettés, dont l'objectif était de réduire la dette des plus pauvres à des niveaux soutenables. Et c'est de là que finalement est né ce concept. Et comment est-ce que les PPTE fonctionnent? Les pays qui sont éligibles reçoivent des allègements de dettes conditionnés à la mise en œuvre des réformes économiques dont vous avez fait état tout à l'heure et de réduction de pauvreté dans le pays. Et l'impact immédiat à la vue du FMI en présentant ces réformes ou le concept PPTE au pays comme le nôtre, le Congo, on nous a vendu le fait que le Congo va bénéficier de cette initiative qui va permettre la réduction considérable de sa dette. Oui, mais Vous c'est ce que voyez? donc va vivre le Congo dans les années, je crois, 2010, c'est ça, puisque le Congo a accédé à ce statut de pays pauvre très endetté, mais là encore, nous apprenions que finalement, c'était avec le concours d'un montage frauduleux organisé par Total que le Congo avait accédé à ce statut qui lui avait permis d'ailleurs qu'on annule finalement considérablement sa dette. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels? Eh bien, ils continuent de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût, et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreux International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employés payés, mais juste un administrateur, qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Je dis que oui, effectivement, quand on s'en tient aux informations
qui nous sont mis disponibles avant qu'on arrive sur le principe des facilités élargies de crédit. C'est l'étape à laquelle nous sommes actuellement. Je vous ai dit tout à l'heure en amont que les fonds vautours ont créé ce qu'on appelle des montages financiers au travers l'industrie extractive des pays avec lesquels ils ont réussi à conclure des accords ou effectuer le rachat des dettes. Et Total, où Elf à l'époque avait le devoir de sa survie pour pouvoir montrer son accompagnement et son implication dans la gestion de la chose publique, notamment de cette industrie extractive qui est le pétrole, pour accompagner le Congo de façon à créer un semblant de stabilité pour éviter les grèves ça et là, ce qui aurait un impact sur le travail ou sur la production pétrolière, parce que si un secteur est touché par des grèves multiples, il y a un impact sur la production pétrolière. Je vais prendre un exemple concret. Sous-entendu que les transporteurs se mettent en grève et chaque matin, dans le cadre de leur mission, il y a du personnel qui doit se rendre à des heures induites sur des plateformes qui très tôt le matin chez eux. Imaginez qu'il n'y ait pas de transport dans la ville. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont assurer la relève de ceux qui vont descendre de mer ne va pas s'effectuer. Donc, ça va conditionner ceux qui sont sur les plateformes de ne pas descendre alors qu'ils ont déjà atteint le quota horaire effectif pour leur rémunération. Une journée de plus sur une plateforme est payée en heures sup. Et généralement, ça rigole pas, c'est du 50, c'est du 100%. Et ça fait un impact important dans la part de ce que Total dépense pour les rémunérations. Ça, c'est juste un exemple pour comprendre Oui, mais l'impératif. Béchar Tombelundu, les téléspectateurs qui nous suivent voudront, et puis pour les raisons de temps, comprendre comment on est passé des fonds vautours à ce qu'ils appellent aujourd'hui les facilités élargies de crédit en passant par le statut PPTE. Est-ce que, en quelques mots, on peut nous expliquer cela pour qu'on aborde, évidemment, le sujet central aujourd'hui? Ben, comment on est passé des fonds vautours au PPTE jusqu'à la facilité des crédits, comme vous venez Oui, c'est ça, élargi, comme facilité vous élargie de venez de crédit. l'évoquer, c'est que c'est le FMI qui, effectivement, comme je venais de le dire, comprend que qu'elle était en train de perdre du poil de la bête avec les programmes PPTE parce que je pense qu'il n'y a que le Congo et la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de ce programme parce que le Congo avait été aidé par les pétroliers de cette époque pour créer un réel montage financier en je veux le dire un peu avec ce que vous dites, vous, le français facile, c'est que Total est arrivé à créer une société écran qui a servi de transaction entre les financiers, les banquiers et, et Total. Et ça fait que, effectivement, le Congo n'étant plus solvable, Total a pris la responsabilité de dire que, bon, avec un nouveau partenaire, avec cette société écran, on va pouvoir aller négocier chez les banquiers pour dire que nous avons trouvé des permis pétroliers qui vont être en exploitation et pour pouvoir acheter la structure, notamment la construction des plateformes, il nous faut un financement. Je prendrai l'exemple de la plateforme de NKP, COSA, qui est une plateforme de production, d'extraction et de production de pétrole de façon sur notre territoire. On extrait, on transforme, mais malheureusement, les produits finis qui sont réalisés sur cette plateforme ne reviennent pas au Congo. On a toujours des problèmes de pénurie de carburant, alors que ça ne devrait pas être le cas. Bref, ça, c'était juste une petite parenthèse que j'ouvrais pour pouvoir montrer les difficultés que nous avons pour pouvoir gérer cet outil
que nous avons ou ce produit que nous avons qui peut paraître comme étant une malédiction parce qu'en fait, il ne nous sert à rien. Donc, pour revenir sur les montages financiers, vous voyez que ce montage a permis à Total de trouver de l'argent à mettre disponible au Congo en gageant la dette, en gageant le pétrole. Le pétrole congolais. Mais dans tout ça, c'est Total qui est gagnant parce que on crée une société écran qui va s'endetter au nom du Congo pour sortir de l'argent et c'est Total qui apparaît comme étant le gestionnaire de cette structure qui n'a pas de compte au Congo, c'est-à-dire qui a juste un gestionnaire écran pour assurer les transactions entre les banques Total et le pays. Et Total donne l'impression que c'est de l'argent qu'eux, ils ont donné au Congo alors qu'ils sont juste allés prendre avec un taux d'intérêt comme pour venir nous enfoncer davantage. Et les yo-yo du cours de baril font que la dette devienne insoutenable. Et comme on est de très bons élèves dans la gestion de notre dette, le peu d'argent qui rentre, au lieu de rembourser les dettes, et on fait la fête comme c'est le cas aujourd'hui. Donc la situation actuelle a conduit les FMI à mettre en place le dispositif élargi, le dispositif de facilité élargie de crédit avec un autre mécanisme. Et ce mécanisme consiste à étudier une réforme de la dette du Congo, comment on va pouvoir aider le Congo à baisser sa dette. Et la nouveauté dans cette réforme du FMI, c'est qu'il verse de l'argent par tranche. Donc, on se fixe un objectif, on veut construire, je dis n'importe quoi, les recettes pétrolières du Congo sont à 100 francs, et par conséquent, étant donné qu'il y a une partie qui est déjà consommée par la dette, pour ne pas vous mettre en situation de difficulté et de cessation de paiement, on vous prête de l'argent pour pouvoir continuer à fonctionner et cette fois-là, l'enveloppe dégagée sur le programme établi n'est pas versée d'intérêt. Donc, ça évolue en fonction du pourcentage de réalisation des accords établis. C'est pour ça qu'on se Oui, retrouve aujourd'hui à la cinquième revue. Oui, Béchar Tombé Lundu, puisque nous parlons de cet octroi d'environ 43 millions de dollars américains, 25 milliards de francs CFA en faveur du Congo-Brazzaville dans le cadre, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, de la facilité élargie de crédit. Nous savons que ces négociations ont commencé depuis 2022 2022. sous Clément Mwamba, avec les échecs que ce gouvernement a connus. Et comme par hasard, Total vient annoncer la découverte des nouveaux gisements de pétrole au Congo-Brazzaville. Je crois que c'était il y a 2 mois de cela, à peine. Tout à fait. Et hop, le FMI réapparaît pour dire c'est bon, conclu, voilà, toutes les revues, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On peut maintenant vous aider, on vous octroie 43 millions de dollars américains en attendant que vous menez d'autres réformes, même si ça retarde encore. Est-ce qu'on peut parler mais vraiment du sérieux, ou bien c'est parce que le FMI s'est rendu compte que, bon, là, j'ai encore, comme vous le disiez d'ailleurs au départ, le FMI se sert un peu des mauvais élèves, et que là, je peux encore profiter de quelque chose que finalement, qu'ils sont venus pour dire, OK, c'est bon, on peut vous prêter de Bah, l'argent, mais parce que derrière, ils savent qu'il y a vous d'autres le dites, puits de pétrole, il y a d'autres gisements vous qu'on le vient de dites assez découvrir. bien. J'ai évoqué la situation tout au début, Monsieur Christian Perrin. Euh, Est-ce que vous, si vous êtes un emprunteur, serez-vous emmené, comme disait Kabandoudi, je veux prendre son expression, vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui mange du sel et du piment à table? Est-ce que vous vous sentirez en situation de confiance? Non. Non du tout. Et si vous avez une personne qui vient d'être embauché chez Total et vous savez que hier, il était en difficulté, on sait que Total, c'est la société qui paye le mieux dans notre pays en termes de grille salariale et que moi,
je vienne à vous, sachant que je viens d'être recruté chez Total, et je vous dis que, bon, Monsieur Perrin, vous savez, ben, moi, les enfants vont aller à l'école d'ici là. Est-ce que vous ne pouvez pas me prêter 4 millions? Allez-vous hésiter? Non, mais puisque je sais que vous êtes embauché chez Total, ben, naturellement, Donc, l'exemple même pour sans faire comprendre, avaliseur, même sans voilà, avaliseur, je vais vous prêter de l'argent. l'exemple pour comprendre ce que vous venez d'évoquer, c'est bien cet exemple-là qu'il faut mettre en lumière. Aujourd'hui, le Congo peut être solvable. On peut encore anticiper sur euh, le gage du pétrole qui n'est pas encore sorti des puits, sachant que on peut donner de l'argent. Il y a la possibilité de se faire payer par les sociétés pétrolières qui se portent garant pour pouvoir financer cette dette. Et le comble dans tout ça, c'est que ben, les taux d'intérêt pratiqués ne peuvent pas permettre au pays de se développer, ce qui nous ramène à l'idée du chef de l'État qui a su évoquer avec toute la certitude qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé avec le Fonds monétaire international. Et pour mettre un peu de la chicotte et de la carotte dans les principes du Fonds monétaire international, c'est que dans les facilités élargies de crédit, ils mettent en lumière la possibilité de pouvoir améliorer pour mettre en place des plans de formation et de soutien technique pour les fonctionnements des ministères des Finances et autres institutions pertinentes. Donc, vous voyez, ils essayent de changer leur façon de faire, qui était hier, on arrive, bon, vous avez besoin de 200 milliards, on vous donne les 200 milliards, et les 200 milliards sont virés à 12 heures pile dans le trésor public du Congo, et la même somme remonte dans les paradis fiscaux à 12h15, sans pourtant que ça n'interpelle personne, même à eux qui ont prêté cet Oui, mais argent. donc Donc ma voilà, question, c'est comme je vous posais la question tout à l'heure. Qu'est-ce que le gouvernement Makosso, j'allais dire, le régime de Brazzaville est en train de célébrer maintenant? ben, qu'est-ce que le régime de Brazzaville est en train de célébrer? Je veux prendre encore un petit exemple pour justifier cette célébration. Vous voyez, vous, Christian Perrin, vous êtes un père de famille. Vous avez reçu votre salaire qui est l'équivalent de la redevance pétrolière du Congo. OK? Et par conséquent, avant que vous ne rentriez à la maison, ben, il y a une petite qui va vous demander un iPhone, vous claquez. Une autre qui va dire, ah non, moi, il faut que j'aille à Dubaï, je veux un billet aller-retour, vous claquez. Donc, quand vous traversez le seuil de votre maison, tout le salaire est C'est fini. hypothéqué. Et madame vous attend à bras ouverts, sachant que la fin du mois est arrivée et que monsieur apporte les fonds. Et curieusement, c'est le papa, depuis, ça fait 3 jours, on n'a pas mangé. Comme on est à la fin du mois, il faut qu'on mange du poulet. Vous voyez? Ah non, mais c'est papa qui va dire, bah, écoutez, je me suis fait voler l'argent, je ne sais même pas comment je vais faire, on ne pourra pas manger. Ben, il court Et il voir n'aura le plus voisin. sommeil, comme l'avait dit Voilà, d'ailleurs Denis Sassou Nguesso bah, de l'autre côté, c'est vous qui le dites, lorsque la je ne l'ai fin pas du mois entendu. arrive, il n'a plus sommeil. C'est vous qui le dites, je ne l'ai pas entendu, je ne Non, je répéterai pas vos rapporte, hein, propos. la vidéo existe Je ne encore. vais pas répéter vos propos, et ces propos vous engagent. Donc, ce monsieur va aller s'endetter auprès du voisin pour dire que, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas me donner 200 000, comme ça je gère les questions de la maison. On lui donne les 200 000, mais le papa a le topet de venir dire, je suis allé m'endetter chez un bailleur de fonds, et voilà, l'argent est là, on fait la fête. Est-ce que ce père est responsable? Non. Il devrait même limite avoir honte. Quand bien même qu'on reconnaît que on enfonce davantage le pays. La dette du Congo, la dette du Congo actuelle est à 99% du PIB, sans les effets collatéraux de la mauvaise gestion de la SNPC qui emmènerait notre dette à 115% à l'heure où je vous parle. Parce que c'est elle qui est censée être gestionnaire du pétrole congolais et par conséquent,
cette mauvaise gestion nous emmène à des situations telles qu'elle est aujourd'hui. Voilà. En fait, si j'ai bien compris, c'est un système, c'est bizarre, un engrenage bizarre, c'est un système mafieux. J'ai envie de dire, bon encore, mes propos n'engagent que moi-même. Et ça me rappelle un peu le livre L'envers de la dette. L'envers de la dette D'accord. de François-Xavier Verschave, qui était revenu dans les explications en fait de la criminalité politique et la criminalité économique du Congo au Congo-Brazzaville, c'est comme ça qu'il faut le dire. Alors, il disait que la principale richesse du Congo, donc le pétrole, pourrait financer les biens publics, bien sûr, tels que l'éducation, la santé et tout ce qui va au bénéfice, bien sûr, des Congolais. Mais il a plutôt été surchauffé, ce pétrole-là, voilà, puisqu'il prend l'image du pétrole, il a été surchauffé pour les appétits extérieurs et les intermédiaires. En fait, il sert plutôt à la haute mafia de la France-Afrique qui a pris ce pétrole, comme qui dirait, qui a fait main basse sur le pétrole congolais, de sorte que tout ce que produit ce pétrole, évidemment, les Congolais ne voient rien. La vérité, c'est ça aussi, lorsque vous arrivez au Congo-Brazzaville, c'est une réalité qui saute à l'œil. Ce pays ne ressemble en rien d'un pays producteur du pétrole. Et donc, le pétrole congolais, en réalité, sert plutôt des intérêts extérieurs. Et quelqu'un disait sur ce même plateau que le Congo est victime d'un complot international sur son pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, être victime d'un complot international, je pense qu'il n'y a pas que le Congo qui subit de Non, mais plein nous sommes dans le fouet. cas du Congo. Parlons du Congo. Les autres, on Tout à pourra fait. Oui, revenir. Qu'est-ce que il ça faut vous bien, dit, vous, lorsque faut vous ramener le c'est ça intéressant. contexte dans un plan macro et ensuite le ramener dans un plan micro. Donc, le Congo fait partie de ce petit microscope dans lequel il a été entraîné du fait de sa ressource pétrolière qui est l'or noir que tout le monde recherche. Et le manque d'une structure adéquate pour pouvoir gérer en toute intelligence la gestion de notre pétrole ben, font qu'on se retrouve dans une situation où le complot international est, est mis à ciel ouvert, mais avec des mécanismes très complexes. Vous voyez que même si vous rentrez dans le fond de ce qui constitue les fonds vautours, on peut effectivement s'aligner pour parler de ce complot international qui donne la latitude à à ces fonds vautours de pouvoir venir indexer des taux d'intérêt exorbitants pour pouvoir enliser davantage les pays. Je veux soulever un fait. Les Britanniques, ayant compris ça, pour ne pas contribuer et participer à cette magouille, ils ont mis en place une loi PPI qui va dans l'esprit des PPTE pour pouvoir protéger les nations, à pouvoir ne pas être absorbées par ce complot que vous venez d'évoquer sous la forme des fonds vautours. Et à ce moment-là, dans le cadre du FMI, en voulant faire un peu du copier-coller, ils ont mis en place les initiatives pour la transparence dans les industries extractives. Ça fait partie des plans, des facilités élargies de crédit dans l'accompagnement des pays. Donc là, maintenant, on exige aux pays de pouvoir déclarer euh, tout ce qui, tout ce qu'ils ont comme recette dans le domaine de leur industrie extractive pour avoir une visibilité nette de façon à mieux les accompagner et leur donner la possibilité de pouvoir exécuter leur programme tant bien que mal. Cependant, ils n'ont pas l'épée Damoclès à tout va sur nos budgets. Parce que déjà, rien qu'avec le peu du budget que nous avons, on n'arrive pas à se développer. Comme je l'ai évoqué la dernière fois, le budget du Congo, c'est 95% du fonctionnement, 5% d'investissement. Est-ce qu'on peut construire les écoles dans cette situation? Non. Est-ce qu'on peut régler
les questions de salubrité? Non. Est-ce qu'on peut régler les problèmes sanitaires? Non. Encore, un autre élément. Vous Mais avez lorsque vous parlé parlez, d'information. pardon, de l'ITIE, par exemple, lorsque vous parlez de l'ITIE, évidemment, je crois qu'il y a ITIE Congo aussi, où le Congo doit déclarer ses recettes ou bien ses revenus. Mais Mais ça pourtant, fait cela partie n'empêche pas à ce régime de continuer à gérer tel que nous le connaissons, voilà, à Il y a piquer même tout encore l'argent. un autre élément que je peux vous mettre disponible qui va vous choquer. Dans la redevance pétrolière du Congo, ceux qui ont mis en place le contrat de partage de production, puisque la formation est fondamentale pour notre pays, comme on l'avait dit la dernière fois, je vais juste ouvrir une petite parenthèse vite fait. Euh, la dernière fois, on avait dit qu'il n'y avait pas de lycée de construit par la municipalisation accélérée. Bon, j'ai essayé de fouiner un peu, de rechercher. J'ai trouvé quelques informations, notamment, il y a un lycée interdépartemental qui a été érigé avec un internat qui fonctionne au minima, c'est-à-dire qu'il n'y a que la seconde et la première qui a Ça, été c'est mise en où? place, à Pointe-Noire et au Quilou, et un internat qui existe mais non fonctionnel faute de Non, mais lycée. attendez, pardon, Béchar Je Tombé-Lundu. reviens, c'est juste Oui, une pardon, parenthèse, on Béchar pourra revenir Tombé-Lundu. là-dessus. Je Non, vous donne une dites à Pointe-Noire, information. je vous en prie, pendant que vous ouvrez votre parenthèse. Non, moi j'ai couvert la municipalisation accélérée de Pointe-Noire, qui était d'ailleurs la toute première, c'était la première Il y a eu expérience. une deuxième. On n'a Il y a eu une jamais deuxième. construit un lycée avec internat à Pointe-Noire, ça n'existe pas. Tout ce qui Ça, avait été amorcé à Pointe-Noire est resté jusqu'à la date d'aujourd'hui où nous parlons des éléphants blancs. C'est ça la ben, vérité. il y a deux lycées qui fonctionnent. Il y a le lycée de Siafoumou et le lycée interdépartemental Pointe-Noire-Quilou. Bref, on pourra revenir Ben là-dessus. voilà, on pourra revenir là-dessus, mais Oui, on était sur l'information que je la vais donner est la suivante. municipalisation. Dans le cadre de l'accord du partage de production entre Total, les sociétés pétrolières et l'État congolais, pour votre information, il y a 2% de la redevance pétrolière que les sociétés pétrolières reversent à l'État congolais pour la formation des fonctionnaires. Que fait-on avec cet argent? 2% de redevance 2% de la redevance pétrolière. pétrolière reversée pour La la formation des formation des fonctionnaires. fonctionnaires. Ah oui. Ben, mais je crois qu'ils sont en train Combien? de nous suivre. Est-ce qu'ils peuvent nous dire s'ils ont déjà bénéficié de ces formations en plus? C'est une très bonne question, mais à ma Oui, mais connaissance, pendant que vous parlez évidemment de ces formations, 2% de redevance pétrolière reversée à l'État congolais pour la formation des fonctionnaires. Mais je sais que là encore, voilà, ça a pris probablement d'autres destinations. Alors, vous êtes resté longtemps dans ce secteur. Vous avez longtemps travaillé dans le secteur du pétrole et vous êtes resté presque 21 ans directeur des ressources 23 ans. humaines. Pardon? 23 ans. 23 ans, c'est énorme. Euh, mais comment ça fonctionne et pourquoi, évidemment, c'est la question qui revient, elle est récurrente. Pourquoi est-ce que les dividendes du pétrole ne profitent jamais aux Congolais? Même si le gouvernement Makosso est en train de célébrer, de faire la fête pour ce crédit soi-disant élargi, nous savons que ça ne servira, ça ne réglera rien. Et ce n'est pas pour la première fois que le FMI, je l'ai dit d'entrée de jeu, est venu au chevet de ce pouvoir de Brazzaville. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, encore qu'eux, ils ont raison, je dis encore, ces propos n'engagent que moi. Ils ont raison de célébrer parce que ils savent que cet argent, c'est encore pour eux, tout pour eux, rien pour la population et ça ne changera rien dans le social du Congolais. Alors, revenons sur le pétrole. Pourquoi les dividendes du pétrole n'ont jamais profité aux Congolais? Au point où on parlerait d'une malédiction. Je vais poser des éléments de réponse. Pourquoi le pétrole congolais, qui est la recette principale du budget de notre pays, n'a jamais servi aux Congolais? Nous avons abordé une thématique qui, de mon point de vue, comme on l'a dit tout au départ, méritait d'être éclairée ou décortiquée pour nos téléspectateurs. J'ai parlé de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Extractive, Quel oui. est l'objectif de cette initiative mise en place par le FMI?
Dans la vision du FMI, il s'agit là d'améliorer la transparence de la gestion des revenus provenant de l'industrie extractive. Et comment est le fonds, comment ça fonctionne? En effet, les pays participants doivent publier des rapports détaillant les revenus qu'ils reçoivent des compagnies extractives, donc Total, Eni et ceux qui font l'extraction des mines, ce qui aiderait à réduire la corruption et améliorer la gestion des ressources. Donc là, vous voyez, j'apporte déjà un peu d'éléments pour pouvoir répondre à votre question, pourquoi l'argent du Congo ne profite pas aux Congolais. Donc, le FMI ayant constaté que dans le passé, quand on a versé à midi 2 minutes, l'argent se retrouvait dans les paradis fiscaux, a essayé d'améliorer sa façon de faire pour effectivement accompagner réellement les pays. L'impact de ITIE, c'est aider à assurer les revenus pétroliers et miniers dont l'utilisation devrait se faire de manière efficace et responsable. Dans cette responsabilité, j'inclus l'idée... Je vous entends très bien, Béchar Tombé Lundu. C'est que même lorsqu'on a octroyé ces 43 millions de dollars en faveur du Congo-Brazzaville, dans le cadre, je répète, de la facilité élargie de crédit, voici ce que dit le FMI. En fait, le FMI exige au gouvernement congolais la mise en œuvre continue des réformes en matière de gestion des finances publiques et de la dette, de gouvernance et de la transparence qui sont essentielles pour parvenir à une croissance plus forte, plus résiliente et plus inclusive. Ça veut dire quoi? En français ça veut dire facile, le que, FMI oui, a accordé les 43 millions de dollars en faveur du Congo-Brazzaville en fermant les yeux sur les vraies réformes. Et maintenant, il veut, en fait, le FMI, attend voir si le Congo va continuer, voilà, ces réformes. Mais ma question, c'était de savoir, vous connaissez aussi le régime, même si, bon, voilà, c'est le Congo parce que tout est politique au Congo. Et s'il n'y a pas une volonté politique, rien ne va changer. Est-ce que vous pensez que la transparence, la gestion transparente est-elle compatible avec le mode opératoire du régime de Brazzaville? s'il faut vous répondre de façon mécanique, je dirais non. Mais de façon technique, il faut bien qu'on arrive à pouvoir élucider les causes d'abord de ce comportement qui nous emmène à cette situation insoutenable. À ce moment-là, dans ma petite revue et dans ma contribution, je dirais qu'on va pouvoir faire recours à ce que j'appellerais moi l'économie cognitive. Et autour Allons-y de donc, l'économie, est-ce qu'on peut parler de comment ça fonctionne, pourquoi ça ne profite jamais aux Congolais? C'est quoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a de la corruption? Si oui, comment ça fonctionne? Les Congolais veulent connaître ce qui se passe. Pourquoi ils ne profitent pas de leur pétrole? ben ça, je vais vous le dire, mais pour mieux comprendre la situation, c'est pour cette raison que j'ai évoqué d'emblée tout à l'heure l'économie cognitive. Parce que, en effet, quand on parle de l'économie cognitive, c'est un domaine interdisciplinaire qui contribue sur des éléments psychologiques, cognitifs, des sciences économiques et des neurosciences pour étudier comment les individus prennent leurs décisions économiques. En français facile, ça veut dire quoi? Je veux prendre un exemple dans le cadre d'un recrutement. Euh, Parler de l'économie cognitive revient à pouvoir évoquer ce qu'on appellerait des biais cognitifs. Dans les biais cognitifs, on a des biais de rationalité limitée. Ça va nous permettre de comprendre comment nos dirigeants se retrouvent dans leur façon de faire, dans leur façon de penser, à pouvoir exécuter des actes pour lesquels je leur donnerai le bénéfice du doute, comme quoi ils sont peut-être influencés par nous-mêmes les Congolais. Je veux pouvoir le démontrer tout à l'heure. Nous, les Congolais, en partie, nous sommes responsables du comportement de nos dirigeants parce que le Congolais est dans la résilience.
Et dans cette résilience, ça crée un biais cognitif que l'on appellerait un biais cognitif de l'économie de comportement. Et ça dicte un comportement à nos dirigeants, sachant qu'on est dans la résilience. C'est-à-dire, Et vous êtes en train de dire, si les gouvernants congolais se comportent tels qu'ils se comportent là, en bien sûr faisant de sorte que les Congolais continuent à vivre dans des conditions précaires, s'il faut le dire, parce que les Congolais sont résilients, c'est ça, c'est-à-dire ils acceptent tout, c'est ça. Ils réagissent pas, ben, ils acceptent ils tout contestent et leur, rien. et leur comportement produit les effets collatéraux de la corruption dans notre pays. Et comme la Pour ça, population ne réagit pas, ne conteste pas, cela veut dire ceux qui sont, voilà, les gouvernants se permettent le toutes problème, ces, Christian, voilà. ce n'est pas de contester pour contester. Il faut contester en connaissance de cause. Et pour contester en connaissance de cause, il faut bien avoir les éléments de la compréhension. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on essaie de remonter au plus loin pour chercher à comprendre qu'est-ce qui justifie euh, ce comportement. J'ai parlé des biais cognitifs. C'est un mot ou un concept qui peut paraître assez fort dans la compréhension, mais s'il faut essayer de le décortiquer, les biais cognitifs, ce sont des erreurs systématiques dans la pensée qui affectent le jugement et les décisions des individus. Je prends un exemple concret. Dans le domaine du recrutement, j'ai un candidat en face de moi. La façon dont je veux le recevoir, si je suis bienveillant, ça va faciliter l'entretien d'embauche. Si je ne suis pas bienveillant, le candidat va se retrouver dans une frustration et va générer un stress. Ce stress va éveiller en lui un biais cognitif qui va aller jusqu'à bloquer son intelligence émotionnelle qui trouble l'ensemble des savoirs ou de ses compétences dont il va être bloqué et ne pas être en mesure de pouvoir s'exprimer, même si ce dernier avait les compétences requises pour prendre ce poste. C'est le cas pour notre pays. La résilience du peuple congolais dans ce laxisme. Quand je parle du peuple congolais, je m'appuierai beaucoup plus aussi sur cette opposition qui est complaisante, qui accompagne le pouvoir sans des mécanismes de contrôle et de gestion adéquats pour pouvoir imposer une discipline au gouvernement. Le législatif et l'exécutif, il y a un vrai copinage. L'exécutif, c'est le gouvernement. Le législatif, c'est les deux chambres de parlement que nous avons. Comment pouvez-vous comprendre dans un pays où on est censé aller vers un développement, se retrouver avec les deux chambres du Parlement qui, au bout de leur mandat, aucun député ne propose une loi, ne serait-ce que dans l'esprit d'accompagner le gouvernement. Toutes les lois Oui, qui mais sont produites, attendez, s'il te Béchar plaît, Christian, Tombelundu, pardon. je veux finir, C'est une je finis. interview, donc question-réponse. Je vous laisse parfois le temps d'évoluer, mais il faut que, voilà, que je pose quand même certaines questions. Alors là, vous êtes en train de parler d'une réalité politique. Après, je me pose la question, lorsque vous peignez, par exemple, cette réalité, à quoi vous faites concrètement allusion? C'est comme si vous étiez en train de parler d'un Congo, la République du Congo, bien sûr, puisque c'est de cela que nous parlons ici. C'est un pays, c'est-à-dire démocratique, où les gens peuvent jouir de leur liberté. Ou bien nous parlons de ce Congo que tout le monde connaît, que c'est une dictature, et si la population se met, par exemple, à dénoncer un certain nombre de choses, soit il y a une répression, c'est systématique, ça on le sait, ou des opposants qui veulent organiser, par exemple, des manifestations, ils sont, voilà, embastillés, ça on le sait. Je ne vous rappelle pas que nous avons, à la date d'aujourd'hui, deux grands leaders qui sont en prison pour s'être Tout présentés à à fait. l'élection présidentielle de 2016. Et donc, lorsque vous dites que nous avons deux parlements où les députés ne peuvent pas lever, mais on connaît comment ces députés sont élus, comment ils sont
entre guillemets, nommés, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes. Et nous les suivons quand les élections arrivent, nous savons comment ça procède, en fait. Et vous demandez à ces députés-là de faire quoi concrètement? De s'opposer De jouer à leur celui qui rôle. les nomme. De jouer leur rôle. Donc, comme vous le Mais dites, ils quel sont rôle ils nommés. vont jouer? La Bon, preuve, ils ils sont sont nommés, ils nommés. vont jouer Donc, en quel fait, rôle? ils sont la monnaie de leur pays. Ils rendent la monnaie à ceux Malheureusement, qui les ont mis là. malheureusement. Malheureusement, et par conséquent, c'est le peuple congolais qui subit. Parce que lorsque je parle du peuple, je parle des institutions. Parce que c'est eux qui sont mis en avant pour pouvoir aller réguler la gestion de la chose publique. Mais si eux ne le font pas, qui d'autre voulez-vous? C'est à eux qu'on a donné ce mandat-là, d'aller Oui, représenter mais le en peuple. fait, ce Et sont là des encore, institutions, j'allais dire, oh, c'est des, en fait, j'allais dire, même le terme m'échappe, c'est des oripeaux de la démocratie, mais en fait, le vrai régime lui-même, c'est un régime de dictature. C'est ça le problème. Ce sont des députés acquis à un régime qui ne peut. La preuve, nous sommes en train de parler depuis un certain moment d'une situation très, très, très alarmante, il faut le dire comme ça, l'affaire des terres. Vous avez entendu parler des députés? Même à non, l'Assemblée? Non. du tout. Personne n'en parle. Ils ont Personne n'en disparu. parle. Ils ont Députés, même sénateurs, contribué à encore faire là arrêter dernièrement, un ils de ont leurs essayé de faire collègues. semblant d'interpeller le Premier ministre, mais on a vu comment même le Premier ministre s'est permis une certaine liberté jusqu'à l'énarrier. On a vu. Personne n'en parle. Et c'est de cette assemblée que vous nous parlez. Vous vous demandez que Mais, mais c'est les... les représentants du peuple, Christian. Où est-ce que Non, vous voulez qu'ils ils aillent trouver les représentent leur solutions? parti, Bon, OK. pas le peuple Donc, pour congolais. Mais revenir à enfin, notre propos de bon, tout à bref. l'heure, Donc, vous disiez, pour revenir à notre propos, déjà, vous voyez, c'est des mécanismes qui sont biaisés à l'avance. Le gouvernement se charge de produire des lois. Chaque année, on en produit. Chaque conseil de ministres, il y a des projets de loi qui sont mis en œuvre, mais qui, votés même par les deux chambres, et qui souffrent, qui sont malades des projets de loi, ils tombent malades du simple fait de l'absence de traitement que j'appellerais les décrets d'application. Et comment voulez-vous que l'État puisse fonctionner en toute orthodoxie financière pour régler les questions des dettes, quand bien même qu'il y a des Congolais qui, à eux tout seuls, en termes de fortune, ont des masses monétaires qu'ils fortune gèrent qui illégale. est multipliée par n exponentielle de la dette réelle du Congo. Le Congo, normalement, ne serait pas un pays avec une dette au vu de ses recettes pétrolières. Entre 2010 et 2020, en 10 ans, les excédents pétroliers nous ont produit 14 000 14 milliards. 000 milliards Voilà. qui ont Et disparu comme 14 ça. qui Le ont Congo disparu. doit. Donc, vous voyez, ça, c'est des éléments. Maintenant, pour revenir à votre question de tout à l'heure, comment cette corruption est organisée? C'est là la vraie question. Comment l'argent qui rentre au trésor se retrouve dans les mains des compatriotes? Prenons le cas du gouvernement. Comment on peut expliquer que chaque ministère a un budget qui tourne en moyenne entre 1,5 milliard et plus au minimum? Et une fois qu'ils sont nommés, quand le budget est voté, figurez-vous que chaque ministre court, je dis bien court au trésor avec des réseaux mafieux pour sortir cet argent liquide qui se retrouve dans leur maison. C'est-à-dire, Comment ne vous êtes en pas... train de dire, ils partent chercher cet argent, Ben, c'est-à-dire le puisque c'est budget pour leur annuel, fonctionnement. son budget de Oui, fonctionnement annuel. annuel. Et il va garder ça chez lui en train de Mais gérer. regarde, ils prennent pour, semble-t-il, amener auprès du comptable du ministère, mais dans la finalité, c'est de l'argent qui se retrouve dans leur maison. Cette information, je le tiens par un collègue avec qui on a été à la fac de sciences éco, qui a travaillé dans un ministère qui dit, il en est mort pour vous dire. Il en avait tellement mal à la tête. Sérieux. Ah oui, je suis allé l'enterrer et là, au mois d'août passé, du fait de la conséquence de pouvoir tout le temps résister,
Malheur, c'est qu'il n'a pas eu l'occasion de le dénoncer au grand jour et il en a pris des migraines qui se sont transformées en des maladies incurables qui l'ont emporté. Donc, ça, c'est à l'échelle des ministres. Comment peut-on imaginer qu'un travailleur qui est payé par l'État congolais et qui exerce ses fonctions au Trésor public exige à tout citoyen congolais ou tout entrepreneur qui a des factures au Trésor public de lui verser la moitié de ce qui devrait être payé pour qu'il l'aide à sortir cet argent. Cette pratique, elle est connue. Et C'est même connu de tout le monde et connue personne de tout le monde. n'est Même les interpellé. ministres arrivent à faire passer cette logique pour leur permettre de récupérer leur budget. Mais on est où là? On est où? Un commis de bureau qui vous dit, chef, si vous voulez que je fasse quelque chose, ben, vous laissez 20% de votre budget ou 30%, on vous sort les fonds. Et il marche. Et quand il faut revenir dans la situation du Congolais lambda, les gros pourvoyeurs de la corruption dans notre pays, c'est au niveau de la douane et au niveau des impôts. Au niveau de la douane, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a ce qu'on appelle un trafic d'influence dans le blocage des dossiers. Vous avez commandé une voiture, votre voiture arrive, on va s'arranger à perdre vos clés parce que quelqu'un les a subtilisées et votre voiture va traîner au port parce qu'on ne retrouve pas les clés pour pouvoir la déplacer et mettre en place ce qu'il faut pour qu'elle soit dédouanée. Mais on va vous fabriquer des taxes bidons, mais qui ne vont même pas rentrer dans le circuit du trésor public, même si aujourd'hui, ils ont mis en place le guichet unique et ça va dans les poches des gens, de ces douaniers-là qui, en combattant de la douane, comment pouvez-vous expliquer qu'il roule avec une voiture qui coûte 80 millions alors que son salaire ne dépasse pas les 200 000? Voilà un premier exemple. Chez les inspecteurs des impôts, comment ça fonctionne? Eux, ils vont faire des contrôles fiscaux dans les entreprises. Quand ils arrivent dans ces entreprises, ben, si vous n'êtes pas assez connaisseur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous créent de la surenchère dans les redressements fiscaux. Ils retrouvent une dette de non-paiement des impôts dans les sociétés qui, généralement, eux, quand ça parle milliards. Et le principe qu'ils mettent en lumière, c'est quoi? C'est que, bah, écoutez, la dette telle qu'elle est là, vous devrez payer ça au trésor public. Donc, quelle est cette entreprise qui va accepter de payer le milliard si ce n'est jeter les clés sur On son risquerait de paillasson? mettre la clé sous le paillasson, oui. Voilà. Donc, et subtilement, on va proposer à cette entreprise, du bon, sur les 1 milliard, on va couper la poire en deux. Vous avez 500 millions qu'on met à l'écart et il va rester 500 millions. Sur les 500 millions, vous nous versez 300 millions cash ou 350 millions cash. On va vous redresser sur 50 millions. Et sur les 50 millions, vous allez prouver pour qu'on annule et ça vous reviendrait à 30 millions. En fait, les 30 millions, c'est ce que vous payez réellement. Mais ils ont tellement une façon de faire que ça fait trembler les entreprises et ils marchent. Et ça Finalement, existe. c'est toute l'administration congolaise qui est corrompu jusqu'à la moelle. Et nous sommes en train d'assister, je ne sais pas si vous l'avez constaté, à finalement cette affaire révélée par Fred Makita, où le directeur général de l'hôpital de Dolisie, je crois qu'il doit avoir été, je sais pas, déféré à la maison d'arrêt, c'est ça? On l'a présenté devant le parquet, et là, il y a un contrôle qui se fait désormais. Qu'ils ont initié dans presque les grands hôpitaux de Brazzaville, et on est en train d'apprendre des choses. Bon, encore certaines informations sont à vérifier, où il y a des ministres qui sont impliqués dans toute cette mafia, voilà, donc de l'argent qu'on collecte comme ça, qu'on triche dans les hôpitaux. Après, bon, il y a un magot que les ministres viennent, voilà, profitent chaque fin de mois. On parle même en termes de 80 millions
de francs CFA. Et sur cette liste, bon voilà, je ne cite pas d'abord les noms, le temps qu'on puisse vérifier l'information. Nous sommes à la fin de l'émission Béchar Tombé Lundu. Je vais vous laisser 1 minute pour conclure, bien entendu, cette émission, mais bien sûr sur la question de savoir, ben voilà, vous étiez déjà là-dessus, en train de développer comment faire pour arrêter la corruption, comment faire pour permettre, pour redonner, comme qui dirait, une seconde chance au Congo-Brazzaville de se refaire. Mais c'est la même question. Est-ce que vous pensez que sous ce régime, c'est possible de refaire les choses? C'est possible de refaire les choses, ce n'est qu'une question de volonté et de bonne foi. Il suffit juste qu'on y mette de la volonté et de la bonne foi, c'est possible. Je reste sur le même argumentaire. Comment ils ont construit l'argent des générations futures? Il s'agit juste d'une bonne foi et d'une bonne volonté. Et Dieu merci qu'ils ont eu le courage et la latitude de nous dire les choses au grand jour. Je pense qu'ils le regrettent aujourd'hui. Ils auraient pu garder cette information comme ils l'ont fait dans les années passées. Personne ne saurait qu'il y avait de l'argent des générations futures. Mais la force divine et la volonté divine a fait qu'on touche leur cœur. Ils nous ont donné cette information et curieusement, par un tour de bâton magique, cet argent a disparu. Vous voyez? Donc, il suffit juste d'un tout petit peu. On peut. On peut. Vous voyez? Oui, on peut refaire le Congo-Brazzaville, hein. On peut. S'ils veulent réellement changer la donne au niveau du pays, les 2 ans ou les 1 an et demi qui restent au président de la République, on peut donner une impulsion. On peut réellement donner une vraie impulsion en se basant sur les fondamentaux, comme vous avez dit qu'on va vers la conclusion de notre émission, en se basant sur les fondamentaux de notre devise, qui est unité, travail, progrès. Comment, avec le principe de l'unité, on peut arriver à changer la donne? Je nous invite à une idée de prospection inclusive de chaque citoyen dans la limite du possible pour réaliser un plein potentiel qui va nous guider vers les valeurs fondamentales de notre devise nationale, unité, travail, progrès, et ensuite développer le sens même de cette unité-là. C'est pour ça, vous me demandez à moi, je nous engage à promouvoir le dialogue et la réconciliation entre toutes les communautés congolaises, à mettre fin aux divisions politiques, ethniques qui entravent notre progression à construire le Congo que chaque citoyen voudrait paisible à vivre et respecter sa représentativité au sein de nos hémicycles. Et à côté, il y a la valeur travail qui est fondamentale pour pouvoir engager chacun de nous vers l'excellence selon les moteurs de notre développement économique et social. Je nous engage là aussi à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat et à l'innovation, à l'investissement dans l'éducation nationale, la formation professionnelle, tout azimut, et ensuite encourager la création d'emplois dignes, durables dans tous les secteurs de l'économie de notre pays. Et à ce moment-là, on peut commencer à parler d'un réel progrès. Et le progrès qui va nous emmener vers l'ultime progression de notre nation, vers un avenir prospère, partagé et dans la durabilité. C'est pour cela que je nous engage à exploiter les ressources naturelles de manière responsable, à investir dans les infrastructures essentielles pour améliorer la vie de tout un Congolais et de préserver notre environnement pour les générations futures. Je nous dis merci. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous. Je rappelle simplement que vous êtes analyste politique, spécialiste en ressources humaines, ancien DRH, la société SGLE Congo, filiale du groupe français Vinci Énergie en politique, ancien conseiller municipal de la commune de Mossenjo, spécialiste en économie. En tout cas, ça a été encore un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur notre plateau, notamment dans l'émission Droit de savoir.
Mesdames, Messieurs, vous avez probablement compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Et comme d'habitude, les petits principes, vous les connaissez, les gestes qui nous aident évidemment à parfaire notre référencement. C'est juste vous rappeler, si vous l'avez oublié, de cliquer d'abord sur le petit pouce en l'air, ensuite de partager massivement l'émission et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Merci et on se retrouve très prochainement.